Cher Hunter, je suis Annie, la sœur d'Oscar Zeta Acosta. Nous n'avons plus aucune nouvelle d'Oscar depuis avril 74. Oui, il a beau être déchaîné, c'est inhabituel. Je le connais, le gros bébé, et je l'adore, et j'aurais dû avoir des nouvelles, n'importe quoi, mais rien. Il a dit qu'il arrivait. Il y a deux terribles rumeurs qui circulent. Il aurait été assassiné, ou bien il serait en train de faire de la contrebande sur un yacht. Écoutez, Hunter, je suis désespéré. Je crains sérieusement que quelque chose ne lui soit arrivé. Trop de sales gabachos sont à ses trousses et qu'il n'aille pas croire qu'on en restera là, si vous voyez ce que je veux dire. Oscar a toujours eu la plus haute opinion de vous. Espérons que c'est réciproque. Avez-vous idée de ce qui pourrait être entrepris? J'ai écrit et téléphoné à peu près à tous ceux ici en Californie avec qui il pourrait être en contact. Ça n'a rien donné. J'ai passé plusieurs fois en revue ces dernières années de correspondance dans l'espoir de faire le tour des gens avec qui il était en contact. Répondez au plus vite, je vous en supplie. Merci, Annie. C'est une lettre d'Annie Acosta qui date du 22 octobre 1974, accessoirement traduite par M. Nicolas Richard, ici présent. Ce petit prologue pour vous annoncer qu'on parle ce soir des mémoires d'Oscar Z. Acosta, ici dans ma main, édité par deux jeunes gens ambitieux et courageux qui viennent de créer. C'est vraiment tout jeune, les toutes jeunes éditions Tusitala. Pourquoi Tristram? Parce qu'il y a une raison très simple, c'est l'éditeur de l'intégralité des Gonzo Papers de Hunter Thompson, dont on va parler forcément ce soir, parce qu'on ne peut pas parler d'Acosta sans parler de Thompson. Et ensuite, on a deux traducteurs, donc Nicolas Richard, traducteur de Hunter Thompson, entre autres et pas exclusivement, et de plein d'autres super bons auteurs en général américains. Ouais. Et puis Romain Guillou, ici, traducteur donc d'Acosta, et qui ne veut pas parler. Il m'a avoué. On l'a mis au milieu. Et donc il me semble, Romain, que c'est juste une de tes premières traductions, ça. Oui, tout à fait. Oscar Acosta est connu pour être le deuxième larron mis en scène dans Las Vegas Parano, donc c'est d'abord un livre de Thompson, un film, enfin voilà, qui est pour tous les Thompsoniens une espèce de légende, même on a pu douter un moment de son existence réelle. Et ce terme gonzo, il est déjà problématique et réducteur, mais on va y passer un petit temps à essayer de le définir, parce que j'avoue que moi j'ai pas la définition. Les définitions du gonzo, il y a probablement à peu près autant que de gens qui se sont intéressés à la question. Donc au fil du temps, des textes, des lectures, on en a lu un certain nombre. Celle qui nous paraît la meilleure et qui est la plus séduisante, mais aussi la plus improbable, c'est que gonzo, dans une graphie, non pas G-O-N-Z-O, mais G-O-N-Z-E-A-U, serait un terme québécois désignant tard la nuit dans les bars, le dernier mec qui tient debout dans tout le monde. Voilà. Qui s'accroche au gonzo. Donc c'est le gonze, quoi. Voilà. Le gonze, le gonzo. À un moment donné, dans la correspondance, Thompson dit que c'est effectivement un terme pour décrire celui qui tient encore debout à la fin de la nuit, contrairement aux autres, mais il me semble que c'était du jargon de la région de Boston, en tout cas la Nouvelle-Angleterre, qui est un terme qui viendrait plutôt de l'irlandais, de l'anglais des Irlandais. Donc ça ne nous dit rien sur ce que c'est. Enfin, oui, ça ne nous dit pas ce que c'est trop quand même. Bah, ce gonzo. Ouais, enfin, en tout cas, ça indique une capacité à tenir l'excès de manière vraiment sérieuse. Donc tout ça pour revenir, voilà. Définition du journalisme gonzo. C'est un style de reportage fondé sur l'idée de Faulkner que la meilleure fiction est beaucoup plus vraie que n'importe quelle forme de journalisme. Et les meilleurs journalistes l'ont toujours su. Ce qui ne veut pas dire que le roman soit nécessairement plus vrai que le journalisme, ou vice-versa, mais que roman et journalisme sont tous deux des catégories artificielles, et que ces deux formes, au meilleur niveau, ne sont que deux moyens différents pour les deux mêmes fins. Il dit aussi plus tard, le vrai reportage gonzo exige le talent d'un maître journaliste, l'œil d'un photographe artiste et les couilles en bronze d'un acteur.
Pour finir, l'analogie qui se rapproche probablement le plus de cet idéal serait un metteur en scène producteur de cinéma qui écrirait ses scénarios, serait son propre caméraman et s'arrangerait pour se filmer lui-même en train de jouer le rôle du héros ou au moins l'un des principaux personnages. Voilà pour donner le ton. On n'est toujours pas mieux renseigné et on ne sait toujours pas pourquoi Acosta est étiqueté Gonzo. Il y a ce côté intéressant de la mise en parallèle du roman et du journalisme, parce que Acosta comme Thompson sont deux grands bluffeurs et par moments, et la plupart du temps, on ne sait pas trop si ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent est du lard ou du cochon. Et on retrouve un peu la même verve et les mêmes procédés chez Acosta. Mais ce n'est pas l'essentiel de son livre. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, Michael ou Carmela, une idée de pourquoi on peut quand même dire qu'Acosta est Gonzo? Acosta, il a toujours voulu être écrivain et très longtemps il a essayé. Et depuis qu'il a 20 ans, il essaie d'être écrivain. Et il écrit des trucs qui mènent vraiment un peu nulle part. Il écrit une nouvelle de science-fiction, notamment, je parle sous ton contrôle, Romain. Oui. Tu fais le modérateur. Et en fait, je pense qu'il comprend, quand il rencontre Thompson, et ce que lui fait comprendre Thompson, et ce peut-être en quoi il est Gonzo, c'est qu'il comprend en côtoyant Thompson et en le voyant bosser que en fait, la vraie matière de son écriture, c'est sa vie, et qu'il n'est pas apte à imaginer, je sais pas, une histoire d'amour à Miami, non, sa vie, c'est ça. Sa vie, c'est l'histoire de ce Mexicain américain qui est pauvre, qui est rejeté par tout le monde, et qui se retrouve finalement à la tête d'un mouvement, donc le mouvement de Chicano, un peu sans faire exprès. Et c'est en ça, je pense, que Thompson sert de déclic. C'est que l'amitié avec Thompson et le fait de côtoyer Thompson en le voyant travailler, d'aller chez lui, etc., lui fait comprendre qu'en fait, ce dont il a le vrai sujet de son écriture, ça va être sa vie et la manière de le raconter va être finalement assez proche de celle d'Hunter Thompson, c'est-à-dire cette manière d'inclure des passages évidemment avec de l'alcool et de la drogue. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant de voir que dans des textes qui ont été réunis, qui ne sont pas traduits par une université qui a fait tous les textes non publiés d'Acosta, il fait une déclaration où il dit que sans la drogue, j'aurais jamais été la personne que j'ai été, et c'est la drogue qui m'a ouvert l'esprit, et mes meilleures idées, je les ai eues, attention, je ne fais pas l'apologie de l'art, et les meilleures idées, je les ai eues sous l'influence des acides, etc. Et c'est vrai que du coup, ça se retrouve dans son écriture, et le fait d'être une écriture très orale, très spontanée, et même des fois dans la construction de certains passages de son roman, on retrouve ce truc de Thompson d'être vraiment dans la vraie vie et de se mettre en scène et de raconter l'histoire qu'il vit en même temps. Après, il y a une grosse différence, c'est que Hunter Thompson a vraiment ce recul et voire ce cynisme qui lui donne toujours je trouve un temps d'avance sur tous les journalistes de son époque et sur beaucoup de commentateurs de son époque, notamment quand il parle de politique et tout ça. Et ça, Acosta ne l'a pas. Acosta, lui, il vit ce truc. Et donc, il a pas toujours, je trouve, la distance qu'a Thompson. Bon, c'est pas un avantage ou un inconvénient, mais ils ont cette différence-là dans leur écriture. C'est que Thompson, des fois, il perçoit dès 68, 69, on voit des textes où ça y est, il a compris que la contre-culture, que le mouvement des droits civiques, que le mouvement hippie, c'est fini, et ça y est, il a déjà pigé, en fait, ce qui va se passer. Alors que Acosta, non, il y croit encore, et il est en train de vivre ce truc, et il n'a pas cet écart-là qu'a Thompson. Et c'est là qu'à la fois, je pense, leur point commun dans la manière d'utiliser leur vie pour écrire, et la manière d'écrire, et qui est la différence dans cette distance et cette intelligence qu'a Thompson et qu'a pas Acosta, dans le sens où Acosta, il est vraiment un pauvre Mexicain américain qui, à travers son bouquin, veut raconter sa vie, veut raconter ce mouvement et veut participer à la création d'une culture chicano qui se crée dans les années 70. Le mot de chicano arrive à la fin des années 50, il y a les premiers livres qui sont considérés comme les romans de Chicano, il s'inscrit à la fois comme un homme politique, une des figures du mouvement de Chicano, et aussi un des premiers écrivains de Chicano. Donc il y a cette volonté de faire ça. Qu'a pas Thompson, qui est vraiment, qui a ce recul-là, ce retrait, et parfois ce cynisme et cette distance-là, je trouve. Il s'appelle aussi dans les The Gasparano, c'est quand même le docteur Gonzo. Ouais, j'ai oublié de le dire. Ouais. Donc même Thompson lui donne ce nom-là. Et c'est pas pour rien, à mon avis. Thompson, quand il bosse, il a un magnétophone, il enregistre Acosta qui dégoise. Et en fait, Acosta, quand il découvre les Gasparano, pète un boulard. Il dit putain, mais c'est moi l'auteur de ce bouquin-là. On m'a tout piqué.
D'où leur brouille aux deux gars, et sur le nom Gonzo, justement. Donc Acosta est à une époque donc, qui correspond à peu près au début du bouquin. Donc le début du bouquin, c'est un avocat un peu miteux, qui est un avocat commis d'office, donc on est en 1967. Avocat commis d'office dans le quartier de East Oakland, donc en face de San Francisco, cette ville pauvre ouvrière où il s'occupe en fait de faire des dérogations pour des femmes battues qui veulent éloigner leur mari, donc il est un peu loin de la vie dont il rêvait. Et à un moment, il en a marre, il pète un plomb, il part en road trip et il rencontre Hunter Thompson, donc il le rencontre à une époque où il est rien, où il n'est pas encore Oscar Zeta Acosta, où ça y est, il a son nom de guerre et c'est un leader chicano. Le rencontre quand c'est une sorte d'avocat paumé qui tombe sur un journaliste un peu célèbre parce qu'il vient d'écrire ce bouquin sur les Hells Angels. Et c'est à ce moment-là que se noue leur amitié. Mais c'est vrai que cette amitié va s'arrêter quand Oscar Acosta, assez mesquinement d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on voit dans le bouquin, c'est que c'est à la fois un personnage attachant et en même temps c'est un type hyper mégalo qui peut être très mesquin et à deux doigts presque de faire un procès à Thompson à cause de Las Vegas Parano, en disant qu'il lui a volé son histoire, en disant qu'il n'a pas le droit d'utiliser son nom sinon il va l'attaquer en justice. Et puis après il a même dans les textes là qui avaient été réunis par l'université américaine sur Acosta, il y a même une lettre qu'il envoie à Playboy juste pour dire voilà, je vous écris un courrier des lecteurs pour vous dire que c'est pas Hunter Thompson qui a inventé le mot Gonzo. Voilà, je voulais juste vous dire ça, bisous Oscar Acosta. Et donc le truc un peu mesquin où à la fin ils se détestent vraiment. Et en même temps, c'est Thompson qui trouvera l'éditeur d'Acosta, donc ils ont gardé cette fidélité-là et un truc un peu, je pense, du sens de l'honneur que pouvait avoir Thompson des fois. Et la préface d'ailleurs qu'écrit Thompson à Mémoire d'un bison, et je trouve hyper belle, hyper émouvante, et qu'il écrit... il l'écrit à la fin des années 70, si je dis pas de bêtises. C'est au moment où on comprend qu'Acosta on ne le reverra jamais et qu'il a disparu, donc il disparaît mystérieusement comme le disait tout à l'heure dans la lettre Philippe. Et ils ont gardé ce lien-là quand même si à la fin ils étaient complètement fâchés. En fait, pour aller plus loin, si les livres d'Acosta ont été publiés, c'est pour pas qu'il y ait le procès, pour que Las Vegas Parano puisse être publié. Donc Acosta, il découvre, il a ça et ah bah c'est cool, j'ai 2 livres qui vont pouvoir être publiés. Donc il écrit ces 2 livres, tout simplement pour ça quoi. C'est seul. Donc c'est là où c'est un peu un, c'est un tank quoi. Les deux livres de mémoire, c'est ça. C'est la mémoire d'un bison et la révolte des cafards, et c'est le contrat qu'il a eu pour laisser Las Vegas Parano publier. C'est pour ça qu'il est publié dans la maison édition qui publie Rolling Stone, c'est-à-dire le magazine où écrit Thompson. Et c'est pour ça que Thompson l'aide alors qu'ils sont fâchés à être publiés, c'est qu'ils ont trouvé cet accord-là. Et pour revenir sur Thompson, je pense qu'il se rend compte aussi, quand Acosta disparaît, qu'il a perdu, peut-être pas dire sa muse, mais son Gonzo en fait. C'est-à-dire que c'est le meilleur acolyte que Thompson puisse avoir, parce que ce gars-là, il est plus fou que lui. Il le suit dans tous ses délires, et il part même dans d'autres trucs. Donc, Thompson, c'est du pain béni, mais il met son magnétophone. D'ailleurs, après la disparition de Acosta, Thompson s'est inventé des alter ego. Voilà, c'est frappant dans le Mardon de Lulu, mais dans des tas d'autres textes, ou de simples reportages plus brefs, où on finit par comprendre que le bus avec lequel il part en virée, en réalité, est un simple dédoublement de lui-même, et il se met à jouer tous les rôles de la mise en scène lui-même, sans avoir le vrai alter ego qui était Acosta. Mais quelque chose que vous pouvez peut-être nous expliquer, qui moi m'a toujours étonné, c'est que Acosta était vraiment avocat. C'est-à-dire que quand on lit pour la première fois Las Vegas Parano, le personnage derrière lequel se trouve le véritable Acosta, Thompson l'appelle mon avocat samoan. Il n'était pas du tout samoan, et on soupçonne qu'il n'est pas du tout avocat non plus. Or, il était réellement avocat, et c'était un truc extrêmement sérieux et qui a structuré une bonne partie de la vie de... En fait, il est souvent pris pour un Samoan, donc il en parle dans son bouquin, on ne le prend jamais pour un Mexicain en fait. Ça, c'est l'obésité. Ouais, C'est aussi la volonté de ne pas être traité de chicane. Ouais, non, parce qu'il ne sait pas encore qu'il est chicane, il est mexicain, donc il n'a pas trouvé son identité. Donc il joue avec ça, et le mot Samoan, d'ailleurs dans le film, Las Vegas Parano, c'est marrant parce qu'ils ont rechangé en mettant... comment ça s'appelle? Ça y est, ils disent polynésien, parce que nous, Samoan, enfin moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre, aux États-Unis, ils ont un lien avec ces îles-là.
Et oui, sur le côté avocat, Avocat. Hunter Thompson était vraiment avocat. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors, c'était pas un avocat brillant du tout. C'était un avocat qui a suivi des cours du soir dans une école de droit un peu miteuse de San Francisco, qui a fini par réussir à avoir son diplôme et qui a, comme on disait tout à l'heure, récupéré ce boulot pourri d'avocat commis d'office. Donc en fait, il arrive au bureau, il fait 8h, 18h, et les gens font la queue pour avoir des injonctions, pour arrêter que le mari les batte. Enfin, c'est des trucs hyper simples où salut, j'ai pas d'argent, donc ils m'ont saisi ma voiture, comment vous pouvez m'aider? Enfin voilà, c'est vraiment une sorte d'assistance publique à Auckland. Et il sera jamais un grand avocat, Acosta, il le reconnaît. Il y a une scène très drôle au début du deuxième livre, puisque Romain a déjà commencé à traduire le deuxième, où il arrive voir des détenus de Chicano qu'il est censé représenter, et la phrase qu'il leur dit, c'est « vous allez avoir besoin d'un avocat ». Ils disent « mais Oscar, pourquoi t'es là? T'es avocat, non ?» Il fait « ouais, alors je dois vous avouer qu'en fait, j'ai quand même jamais été à un vrai procès, j'en ai entendu parler, j'en ai vu à la télé, mais j'en ai jamais vu. » Et il a vraiment ce truc de... il fait pas exprès, et finalement, c'est sa licence d'avocat, qu'il a eu comme ça, un peu au cours du soir, quoi, qui fait qu'il devient un personnage important dans le mouvement de Chicano, parce que au moment où il y a des Chicanos en tôle, ils font « est-ce qu'il y a un avocat dans la... » Il fait « bah ouais, moi », et c'est des mecs qui ont aucune envie d'avoir un avocat blanc ou un avocat commis d'office, etc. Donc ils disent « non mais on te veut toi parce que t'es Chicano, et t'es dans notre mouvement, donc c'est toi qui vas nous défendre. » Acosta il se dit « ah merde, ok ». Et du coup, il est resté quand même célèbre malgré lui dans l'histoire du droit américain, puisqu'à un moment, il y a eu plusieurs procès assez fameux où c'est lui qui défendait les Chicanos, et comme il y connaissait sans doute pas grand chose en droit, il était très connu pour, je sais pas combien d'outrages à magistrat, il finissait à peu près toujours à moitié en tôle quand il faisait un procès, parce que les outrages à magistrat, il avait jamais compris comment parlait un président, un juge, tout ça, il a jamais pigé. Et il avait ce truc en plus d'avoir trouvé un moment de dire non, le procès ne peut pas avoir lieu parce que le juge est raciste, ce qui est une petite faille en fait dans le droit américain. Et qui fait qu'il a récusé 109 juges, enfin il y avait 109 juges à tout. Oh, ils sont cognés à Acosta pendant 1 an les mecs, et à un moment ils ont fini par le débouter, ils ont trouvé l'astuce, ils ont mis un avocat d'origine Chicano, qui a dit non c'est pas valable, et là il avait plus d'arguments, puisqu'ils avaient foutu un mec qui s'appelait avec un nom en Gonzalez ou quelque chose comme ça en face de lui. Et il a fini par perdre ce procès, mais qui est resté fameux pour avoir trouvé cette faille, qui fait qu'il n'y a jamais procès en fait. Il est incapable de défendre vraiment des gens à un procès. Donc oui, il était vraiment avocat, même si c'était plutôt... un type qui parlait bien, qui était un peu grande gueule et qui avait un bon sens de l'improvisation, je pense, mais c'était pas vraiment un grand avocat. Qui a un bon sens aussi, pardon. Non, et je pense qu'aussi il y a cette affaire avec Thompson, de laquelle tu parlais tout à l'heure, qu'il y a des rapports très aigris entre les deux, et qu'on s'étonne qu'à la fin de la vie d'Acosta, il y ait des échanges aussi faramineux, et ça s'explique aussi par le fait qu'il vient d'une origine sociale très, très basse, et donc pour en arriver à être avocat, il s'est vraiment battu. Et c'est quelqu'un qui vient d'une condition miséreuse, tandis que Thompson ne vient pas d'une condition miséreuse. Et en fait, Thompson aborde le gonzo et toute cette espèce de liberté d'être et tout ça, avec une famille qui derrière l'a appuyé et qui lui a permis de faire des études. Et en étant blanc aussi. En étant blanc. Aussi, ouais. Et ce qui n'est pas du tout le cas d'Acosta. Et je pense que ça explique aussi cette espèce d'aigreur qui arrive à des moments et qui est complètement déséquilibrée en fait. Ouais, sa mesquinerie, c'est sur des questions d'argent qu'il se brouille. C'est parce qu'il fait Las Vegas Parano, donc il pressent que Thompson va se faire de la thune. Et il imagine déjà que le livre va être acheté au cinéma, alors que c'est même pas le cas. Et il lui dit non mais s'il sort au cinéma et que j'ai pas une thune, c'est un scandale, etc. Et c'est vraiment sur ces histoires d'argent. Et Acosta a un problème avec l'argent, mais comme il a eu un problème toujours avec son identité, avec son manque de confiance en soi, son fait d'être... Donc il était donc mexicain-américain, donc d'origine mexicaine, né aux États-Unis. C'est-à-dire que les Mexicains vous rejettent parce que vous êtes américain, et que les Américains vous rejettent parce que vous avez une gueule de Mexicain. Donc voilà, c'est un type rejeté par tout le monde, pauvre, d'origine très pauvre. Ses parents, donc il est né à El Paso au Texas, et ses parents dans les années 30 avec la dépression partent en Californie à Riverbank, et ils sont dans ces trucs de, voilà, ils travaillent dans des champs, ils sont très pauvres, et ils sont pas immigrés mais considérés comme tels, et pas du tout intégrés à la société. Donc c'est sûr que cette mesquinerie aussi s'explique, notamment pour l'histoire de Las Vegas Parano, par ce truc de juste, voilà, à un moment il a pas une thune, et l'argent c'est vraiment un truc qui lui manque. Le titre n'est pas mensonger, c'est vraiment des mémoires donc, qui revient sur son enfance, sur son parcours de Mexicain américain, qui est ni américain ni mexicain une fois qu'il passe la frontière, enfin je ne sais pas qui il est. Il y a ça, il y a des scènes ultra hallucinées, très thompsoniennes, très gonzo. Et il y a aussi le portrait qu'en fait Thompson dans les Gonzo Papers, il est très contrasté. Il y a notamment un épisode pour redire ses méthodes d'avocat
où il fout le feu à la pelouse d'un procureur. Raconté par Thompson, c'est vachement bien. C'est complètement taré. Ici, il est déjanté, ultra déjanté. Bah ouais, là, dans le deuxième, il envoie des... Qu'est-ce qui se passe? Genre, il gagne pas son procès, il va faire... il balance des cocktails Molotov avec ses copains sur les supermarchés. Après, c'est des supermarchés où le syndicat de César Chavez manifeste contre ces supermarchés. Donc, il y a un lien quand même. Et à la fin, il fait... Alors, justement, on est encore dans le Gonzo. C'est aussi un lien sur Gonzo, c'est mélange de réalité et de fiction. Et ce qu'il a fait, j'en sais rien. Mais il fait un autre procès, tout le monde s'en va, et lui, il va mettre une bombe dans les toilettes quand même. Et c'est drôle, mais il y a quand même un mort, quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il le racontera dans son bouquin si c'était vrai? Je sais pas. Quelle image vous en aviez, vous, chez Tristram, d'Acosta? Parce que c'est pas une figure inconnue. Enfin, vous saviez qu'il y avait des livres de lui? Oui, parce que Thompson en parle dans le cadre de la tractation pour sortir de l'impasse légale, contractuelle pour la Vegas Parano. Mais sans du tout bien connaître le dossier Acosta, moi l'impression générale que j'en retirais, c'est que malgré les conneries, le côté insupportable, le fouteur de merde de Acosta, qui sur le fond ne pouvait pas totalement déplaire à Thompson, qui lui-même cultivait ce genre d'agissement et de réputation, qui avait une sorte un peu de crainte respectueuse de la part de Thompson envers Acosta. Enfin, j'ai jamais eu le sentiment dans les lignes qui sont nombreuses, éparpillées un peu partout dans les articles et reportages de Thompson, parce qu'il revient souvent. Il le considère un peu comme un héros. Et même souvent on perçoit quelque chose qui serait un peu de l'ordre, lui il y va vraiment et il est dans le vrai truc et pas simplement le journaliste embusqué qui ensuite va se mettre en scène dans le récit. Voilà, enfin, le fait que Acosta mettait réellement les mains dans le cambouis est quelque chose qui, je pense, a impressionné énormément Thompson, et ça se perçoit même lorsqu'il est un peu furax. Donc c'est un héros positif pour Thompson. Et en même temps, dans Mémoire d'un bison, il y a la première rencontre de Thompson et Acosta qui est racontée. Donc il donne un pseudo à Thompson, je pense que c'est pour les mêmes raisons. Donc, dans le premier, Thompson s'appelle King, et dans le deuxième, il s'appelle Stonewall, il change le nom, c'est pas trop bon. Et à l'inverse, on sent en effet beaucoup d'admiration aussi pour ce personnage de Thompson qui, à un moment où Acosta est en train de se chercher, il est encore personne quand il rencontre Thompson la première fois, et Thompson l'emmène à une manif et lui tag fuck the Pope derrière lui, et Acosta se fait tabasser par des gens, il comprend pas, tout le monde le poursuit, l'insulte, et au moment où Hunter Thompson lui dit ah, vas-y monte dans la bagnole, on se casse. Puis il dit mais pourquoi tout le monde me tape et tout, il fait ah c'était la fille du shérif quand même qui te tapait, fais gaffe et tout, et puis il finit par lui dire oui en fait je t'ai écrit fuck the Pope derrière. Et en même temps il y a ce truc de Thompson décoince Acosta, et je pense que ça se fait au niveau de l'écriture mais au niveau de la personnalité. Et à la fin du premier roman, donc Oscar Acosta devient Buffalo Zeta Brown, il prend ce nom de guerre, donc le bison, Buffalo Brown, et Zeta qui est un nom qui prend un chef indien, si je dis pas de bêtises, qui est un surnom qui prend un chef indien. Et je pense que Thompson y est pour beaucoup dans cette métamorphose, et c'est ce truc de... Acosta a toujours été un bon élève, il était délégué de sa classe, il était le Mexicain qui voulait réussir, il faisait des cours du soir pour faire du droit, il faisait de la clarinette. Enfin, vraiment le type qui est... J'ai rien contre les clarinettistes. Mon frère est clarinettiste. Et du coup, il avait ce truc de vraiment réussir. Et à un moment, je crois que Thompson le décoince comme ce truc du bon élève qui à un moment enlève ses lunettes et se révèle vraiment. Et on sent que la métamorphose de Thompson, d'Acosta, se passe aussi au moment où il rencontre ce type qui est à la fois complètement irresponsable, qui lui fait faire les plus grosses conneries du monde, qui est poursuivi par le shérif de la ville et qui en a rien à foutre, et qui évidemment se drogue beaucoup, lui fait découvrir plein de choses aussi à ce niveau-là, et le libère vraiment, je pense, et le révèle à lui-même aussi, quoi. Voilà, la question qui revient quand il se rend compte, pour la première fois dans le roman encore, c'est mais t'es vraiment écrivain? Si Acosta demande à Thompson, mais t'es vraiment écrivain, genre, on peut vivre dans l'écriture. Lui, ça fait 10 ans qu'il écrit, mais plus ou moins, en même temps, il cherche, quoi, il devient baptiste, c'est-à-dire il va dans une mission au Panama, il convertit les païens, après, enfin, il fait 100 000 boulots différents, et là, il se rend compte que finalement, cette passion qu'il a de l'écriture, c'est possible d'en vivre, quoi. Je pense que tout de suite,
il voit Thompson, et en plus il voit que le bonhomme est complètement déjanté comme lui, c'est... voilà, c'est Je quoi. Je relisais dans la correspondance dans les années 70, en fait, il y a une vraie connivence entre les deux qui est à cheval sur plusieurs choses, en fait, qui est à la fois littéraire et politique. Et du coup, je vais peut-être en lire un tout petit passage, mais ce qui est intéressant, c'est que ils se posent des questions, parce que les deux sont quand même à cette période-là, ils sont tous les deux en devenir. Et Thompson sur le... Alors je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit au tout début, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement Thompson a une maturité, un recul, peut-être une culture littéraire, qui fait que même si lui est toujours entre le journalisme et l'écriture de romans, il a une idée de la direction qui vise, et politiquement... Et politiquement, les deux réfléchissent à des façons de faire. Donc là c'est un tout petit passage. Un tout petit passage donc, qui date le 7 mars 70, de Thompson à Acosta. Donc malgré ta saloperie de dope, mes diverses incartades dans les allées du pouvoir se présentent sous meilleurs auspices. Et toi ? Je n'ai pas ressenti de vibration particulièrement bonne à la lecture du numéro de la Razza que tu m'as envoyé. Une nouvelle fois, et rien à foutre de tes objections, je pense que tu devrais prendre tes distances avec les lamentations religieuses, genre « Ô Seigneur, combien de temps encore ?» et définir un angle d'attaque plus précis à partir duquel tu pourras passer à l'offensive. Et toute petite parenthèse, cet énoncé, je le trouve pertinent de Thompson au destinataire sur le plan littéraire et de manière différente pour les deux sur le plan politique. Et il continue. Donc, définir un angle d'attaque plus précis à partir duquel tu pourras passer à l'offensive. Un de ces jours, tu te rendras compte que les enculés contre qui tu te bats se fichent pas mal que tu vives ou que tu crèves. Ils t'expulseraient volontiers ou, le cas échéant, te buteraient sans vergogne. Si bien que le seul moyen de les affronter est de leur coller la trouille. Trouve le maillon faible et pilonne à cet endroit-là au lieu de t'en prendre à toute la chaîne. Et sur plusieurs décennies, Thompson, il est toujours dans ce... c'est assez passionnant, toujours dans à la fois le texte et le projet du texte. Et quand on regarde la correspondance d'un petit peu près, il est toujours en train de résumer des histoires qu'il pourrait écrire, ou des romans qu'il pourrait développer, ou des articles qui pourraient devenir des grands articles. Et voilà, et du coup, il utilise cette approche pour donner parfois des conseils à Costa. Et c'est vrai que, encore une fois, le mouvement de Chicano donc, naît au tout début, enfin c'est en 59 si je dis pas de conneries que sort Poncho, le premier roman de Chicano présenté comme tel. Et c'est vrai que je pense qu'Acosta a en tête de faire de la politique et de la littérature quelque chose, une seule et même chose. C'est vraiment... faut comprendre que les Chicanos, ils sont pas le même combat. Des fois on dit, bon, les Black Panthers, les Noirs, les Chicanos, les Latinos, etc. Et en fait, les Chicanos, ils ont une démarche un petit peu différente. Ils n'ont pas été importés, entre guillemets, aux États-Unis en tant qu'esclaves, par exemple, comme les Noirs. Ils disent, on était là avant, en fait. Ils étaient dans tout le sud, donc le Texas, le Nouveau-Mexique, le sud de la Californie. Et donc, au 19e siècle, le Mexique vend ces territoires-là aux États-Unis. Et donc, en une nuit, ils passent de Mexicains à Américains, et en une nuit, ils deviennent des sous-citoyens, en plus, dans ce nouveau pays dans lequel ils sont. Donc, ils sont à la fois sentis extrêmement trahis par les Mexicains, et à la fois, ils n'ont jamais été acceptés par les Américains. Et donc, finalement, quand naît cette identité de Chicano qui demande, du coup, qui réclame un territoire, ils ne demandent pas des droits civiques comme les Noirs, par exemple. Ils disent, notre territoire, c'est celui-là, donc donnez-nous notre territoire, qu'ils appellent Aztlan en référence aux Aztèques, donnez-nous un gouvernement à nous, et du coup, ils fondent dans les années 60 à la fois une pensée politique et à la fois une culture. Il y a le premier roman de Chicano qui est écrit en 1959, et Acosta, du coup, son premier bouquin doit être le 3e ou 4e roman de Chicano. Donc je pense qu'il a cette double volonté-là d'être à la fois de faire un bouquin politique, et en plus à la fois de s'instaurer comme... c'est une des bases d'une littérature Chicano à venir, ou en tout cas d'une nouvelle littérature. Et il a cette double pensée-là, à mon avis, quand il écrit ces bouquins-là. Mais c'est d'ailleurs un de leurs points communs avec Hunter Thompson. Tous les deux, ils ont fait campagne pour se faire élire shérif.
quelques années d'intervalle. 2 très belles campagnes. Ils ont tous les deux été battus, Acosta très sévèrement surtout. Thompson d'acheveux. Ouais. Acosta c'était à Los Angeles, c'était pas gagné. Et ils ont tous les deux aussi une vision, les articles de Thompson, enfin quasiment tous ses écrits, ils ont une teneur politique, quoi. C'est un grand critique du rêve américain, il tape sur Nixon tout le temps. Mais c'est pas un gauchiste. Mais voilà, c'est pas un gauchiste, mais il a une vision de moraliste et il a toujours un positionnement politique. En tout cas, il a un idéal politique en effet. Et Acosta aussi, avec cette question identitaire dont vient de parler Michael. Et je crois que c'est une des raisons qui ont fait que vous l'éditez en fait chez Tusita là, ce texte. Oui. Oui, en fait, on n'a pas non plus cherché des romans politiques. On s'est pas dit... C'est pas un roman politique. Voilà, on s'est pas dit, on va prendre des romans de mecs de gauche, ce serait complètement débile. Mais ça nous a vachement plu. Mais c'est vrai que cette dimension-là, en plus de la dimension littéraire, parce qu'on nous on le considère comme un roman, même si voilà, c'est des mémoires de l'autofiction ou quoi que ce soit, il y a quand même une écriture et une tenue littéraire qui est, à notre avis, hyper intéressante. Mais c'est vrai que cette dimension politique-là, évidemment, nous plaisait, d'autant que, finalement, en France, on a une vision très parcellaire de ce qu'on appelle la contre-culture aux États-Unis. En général, on a vu, on connaît les hippies, on connaît les Black Panthers, et on connaît vaguement les femmes, mais, enfin le mouvement des femmes, mais on connaît pas, voilà, les Chinois ils avaient leur mouvement, le Red Dragon, les Portoricains ils avaient leur mouvement, les Young Lords, les Chicanos ils avaient leur mouvement, enfin ils avaient d'ailleurs même plusieurs mouvements, ça n'a jamais été un mouvement comme tous les mouvements, d'ailleurs les Black Panthers n'étaient pas les seuls à représenter les minorités noires, il y a eu plein de mouvements de Chicanos, et ça donne un nouvel angle aussi de vue sur la contre-culture, surtout raconté par Acosta, c'est-à-dire c'est pas du tout mythifié comme peuvent être des fois même les écrits de certains Black Panthers où il y a un truc vraiment héroïque, Robin des Bois, Malcolm X, Martin Luther King. Ils te racontent ça comme ils te racontent. Enfin, on a bien compris comment ils racontaient ces histoires. Et on voit que c'est des mecs un peu paumés qui se balancent des cocktails Molotov sur un juge quand ils ont perdu un procès. Donc on comprend aussi on comprend pourquoi ça a raté aussi. Mais voilà, il y a une autre manière de raconter la contre-culture qui nous a vachement intéressés, qui apportait un autre regard que ce truc héroïque de Angela Davis, voilà, les hippies, de ce truc qui est intéressant aussi chez Thompson, c'est qu'il a cette manière de comprendre très vite qu'est-ce qui va se passer, il comprend très vite quand c'est fini, et il a toujours ce recul qui fait que même quand on a l'impression qu'aucun journaliste n'est autant au cœur de l'action que lui, c'est aussi le journaliste qui a le plus de recul quand il raconte un truc, quand il raconte l'élection, il comprend tout de suite tous les tenants et les aboutissements de l'élection, alors qu'il est collé à son sujet, alors que les mecs qui sont à 10 mètres, ils comprennent, ils sont ni près ni loin, ils sont juste à 10 mètres et ils comprennent rien. Quoi. C'est surtout que c'était vraiment une chic autofiction, quoi. C'est une valeur littéraire forte. Moi je trouve que c'est un très beau roman parce que on ne sait pas vraiment où est la vérité, c'est un personnage très mégalo, donc sûrement c'est très embelli, mais comme il prend toute cette caisse de stupéfiants, là, en fait tout son trajet mémoriel pour se rappeler ses souvenirs d'enfance est complètement déconstruit et finalement, moi je suis pas très forte en psychanalyse ou quoi que ce soit, mais c'est très beau de voir les liens d'un souvenir à un autre. Et le trajet qu'il fait à travers les États-Unis, cette manière d'être en voiture et d'avaler des kilomètres et du coup d'avancer dans ses souvenirs, c'est très fort, quoi. C'est ça qui nous a aussi vachement ému, plus que le côté politique. C'est ce qui fait le côté très complet du texte, quoi. Ouais. Ça ne tiendrait pas en fait sur un bouquin entier à faire du Thompson. Ouais. Et, Et puis ça ne nous aurait pas plu d'être des sous Tristram. Ça aurait été... Vous voulez s'appeler Tristrou au début. Comme tu dis, Tristrital. Donc qu'est-ce que ça... Où est-ce qu'il est allé ce mouvement Chicano? Comment ça s'est... C'est vachement... Enfin, c'est très intéressant cette histoire parce que le côté où Acosta reste encore pour les lecteurs français, enfin il sera peut-être moins grâce à tout ce cas-là, mais un célèbre inconnu, c'est qu'il y a donc la raison qu'il est le personnage presque central de Gasparano, et il est une figure légendaire vraiment dans le mouvement Chicano, qui nous parle pas effectivement, parce qu'on ça nous est assez loin, mais elle va répondre. Mais non, mais en effet, c'est un type dont il y a
Ilan Stavros, qui est un universitaire qui a fait sa biographie il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a fait beaucoup de recherches, qui a publié ses textes inédits, etc., raconte que c'est encore dans les quartiers de Chicano, dans les barrios de Chicago, Los Angeles, San Francisco, sur les murals, les graffitis, c'est un type dont on voit la tête qui revient, qui est une figure de ce mouvement de Chicano. Et en fait, alors, où va ce mouvement de Chicano? Donc dans les années 40, il y a pas mal de faits divers qui commencent à montrer qu'il serait temps de prendre en compte les Chicanos. Il y a notamment un fait divers en 43 qui résume bien la situation, qui est un marin, donc on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, un marin qui est à Los Angeles se fait agresser par un Mexicain américain. Et du coup, les soldats, pour se venger, vont dans les quartiers de Chicano et se mettent à tabasser les mecs, quoi. Et la police arrête 100 Chicanos. On n'arrête évidemment aucun militaire. Et voilà, ça résume bien cet état d'esprit qui est assez proche, je pense, de ce que subissaient les Noirs à l'époque et tout ça. Et à partir des années 60, ce mouvement se fédère un petit peu autour de certaines figures. Tout à l'heure, Romain parlait de César Chavez, qui est un Mexicain-américain qui, alors lui, était catholique, ouvrier, paysan, et voilà, les Mexicains étaient sous-payés, n'avaient pas de contrat de travail, et il commence à faire des grèves, et voilà, les Mexicains commencent à avoir des contrats de travail, à être un peu mieux payés. Et il y a une autre figure qui s'appelle Corky Gonzalez qui écrit un célèbre poème où il explique que dans ce poème finalement que son identité n'est ni américaine ni mexicaine, que c'est une autre identité. C'est cette identité avec ce mot de Chicano qui commence à ressurgir et dont il commence à s'approprier le nom. Et au fur et à mesure des années 60, ce qui est intéressant, c'est que finalement on voit la manière dont un personnage comme Acosta voit son propre questionnement sur l'identité. Donc je ne suis pas mexicain, je ne suis pas américain, plus je suis gros, je suis complexé, je suis avocat mais je suis un avocat de merde, etc. Où est-ce que ça va me mener? Et en même temps, en fait, toute une population se pose la même question, toute une population qui est ni mexicaine, ni américaine, et au moment où il arrive à Los Angeles en 68, donc c'est la fin du premier livre, et dans le deuxième bouquin qui paraît l'an prochain, il raconte ce combat-là quand il est un des leaders du mouvement de Chicano. Au moment où il arrive en 68 à Los Angeles, il se rend compte qu'il y a plein de mecs qui sont comme lui. Et il se rend compte qu'il y a des manifestations de Chicano, qu'il y a des petits journaux faits dans des garages qui commencent à être une sorte de presse de Chicano, qu'il commence à y avoir des sortes de penseurs, des sortes de leaders, et il arrive au bon endroit au bon moment, et avec les mêmes questions que ces gens-là. Et il se retrouve finalement un des leaders, comme on disait tout à l'heure, parce qu'il est avocat. Et pour résumer très rapidement, comme tous les mouvements, 72, 73, répression policière assez violente. D'ailleurs, Acosta disparaît en 74 et il y a quand même ce doute qu'il était assassiné par le FBI. Ils l'ont fait avec beaucoup de leaders des Black Panthers notamment. Et Acosta disparaît au Mexique. Alors soit il disparaît, soit il a écrit les deux volumes de ses mémoires. Il part au Mexique, il fait une Ambrose Pierce ou une sorte de... Voilà, il se met à l'écart, il y croit plus. On sent que dans ses dernières lettres aussi, il y croit plus, ses dernières lettres à Thompson notamment. Et voilà, il a été buté par le FBI. Il y a beaucoup de gens, il y a quand même un journaliste. C'est d'ailleurs un des reportages qui est dans les Gonzo Papers, qui est hyper bien, qui est le dernier, comment il s'appelle, Étrange grondement en Aztlan, qui est en fait, Acosta réussit à faire venir Hunter Thompson, et Hunter Thompson fait un reportage sur les Chicanos à Los Angeles, parce qu'il y a eu une manif, et pendant la manif, comme par hasard, il y a un des leaders, qui est un journaliste du Los Angeles Times, très connu, très réputé, qui choisit de laisser tomber le Los Angeles Times et de devenir en gros le rédac-chef de la chaîne de télé de Chicano. Et donc il y a un type très malin, donc très dangereux, et qui en pleine manif évidemment se prend une grenade lacrymogène en pleine tronche et meurt. C'est un accident, puis au bout de quelques jours, le mec était quand même dans un bar comme ça, et les flics lui ont tiré une grenade dans la tête, et on ne sait pas pourquoi, et voilà. Et Thompson, Acosta, je pense que cette histoire-là fait qu'il arrive à convaincre Thompson de venir, et Thompson fait un très beau portrait du mouvement de Chicano, et on comprend que c'est aussi un mouvement disparate, que c'est aussi un mouvement dont Ruben Salazar s'est fait tuer, Acosta disparaît l'année suivante, et finalement comme ça en faisant disparaître quelques leaders, le mouvement s'étiole, et sans doute que la génération suivante est pas aussi motivée, n'a pas connu les mêmes choses, etc. Et le mouvement s'étiole un petit peu à partir des années 72, 73, 74, un peu comme tous les mouvements de la contre-culture. Mais il y a eu des avancées, et les Mexicains américains sont représentés désormais dans les conseils municipaux, au niveau de l'État, etc. Non, mais en fait, la préface du livre Mémoire d'un bison, elle est de Hunter Thompson. Moi j'avais noté un petit passage, t'en as noté toi, Nicolas? Oh, moi, elle est courte, mais je trouve qu'elle mérite d'être lue en entier, c'est vraiment magnifique. Elle est superbe, ouais.
Même si certains... Je fais sauter le premier paragraphe. Même si certains vous diront le contraire, Oscar Zeta Acosta était un dangereux criminel qui a vécu chaque jour de sa vie pour conforter l'idée qu'un homme avide de vérité doit s'attendre à être traité sans aucune pitié et qu'il ne pourra lui-même épargner personne. Quand le grand architecte en viendra écrire à son propos, on pourra lire dès les premières lignes qu'Oscar n'avait pas toujours le courage de ses convictions scandaleuses. Mais il y avait plus de clémence, de folie, de dignité, de générosité dans ce boulet de canon à la peau brune usée par le travail, l'embonpoint et les excès en tout genre que chez la plupart des personnes que vous serez amenés à rencontrer au cours de votre vie. Aussi, depuis que ce sale gros latino a disparu, la vie me paraît bien moins délirante. À l'époque où je l'ai rencontré, durant l'été 1967, il avait depuis longtemps surmonté ce qu'il appelait sa, entre guillemets, période de délire amoureux avec la loi. Ça lui était passé, tout comme son ardeur missionnaire auparavant, et après avoir travaillé au, entre guillemets, Centre pour le droit des pauvres d'East Auckland, il était prêt à abandonner la doctrine de Holmes et Brandeis en faveur de celle de Hugh Newton et de la manière dont les Black Panthers s'occupaient des lois et des tribunaux d'Amérique. Quand il a fait son entrée fracassante dans un bar d'Aspen qui s'appelait le Daisy Duck, en gueulant qu'il était notre pire cauchemar, il était déjà entré dans la politique de la confrontation et sur tous les fronts, dans les bars, dans les tribunaux et même dans la rue si nécessaire. Oscar n'était pas vraiment passionné par les combats de rue, mais pour ce qui était des rixes dans les bars, c'était un furieux. L'association d'un Mexicain de 110 kg et de plusieurs doses de LSD constitue une menace mortelle pour ceux qui s'en approchent. Mais quand le Mexicain en question se révèle être en fait un avocat chicano enragé, que rien ni personne n'effraie et qui a de facto la conviction qu'il va mourir à 33 ans, comme le Christ, alors là, vous avez affaire à un sacré cocktail. D'autant plus si l'enfoiré a déjà 33 ans et demi et qu'il a la tête bourrée d'acide sans dose, qu'il porte un 357 Magnum à la ceinture, qu'il est suivi dans ses moindres déplacements par un garde du corps chicano armé d'une hachette et qu'il a l'étonnante habitude de dégueuler des geysers de sang rouge sur votre perron tous les 30 à 40 minutes ou à chaque fois que son ulcère malin ne supporte plus l'afflux de tequila pur. Ça, c'était le bison brun en pleine fleur de l'âge, l'homme de toutes les situations. Quand il a déboulé chez moi dans le Colorado avec Frank, son fidèle garde du corps, c'était au beau milieu de sa 33e année. Il était venu s'y reposer après son épuisante campagne pour le poste de shérif du comté de Los Angeles. Une élection qu'il avait perdue à environ 1 million de voix près. Mais dans sa défaite, Oscar avait réussi en 2 temps 3 mouvements à se constituer une base politique dans le vaste quartier chicano d'East Los Angeles, où même les plus conservateurs des entre guillemets, américains d'origine mexicaine se définissaient tout à coup comme des chicanos et goûtaient pour la première fois au gaz lacrymogène lors d'une manifestation de la Raza. C'est au cours de ces rassemblements qu'Oscar a rapidement appris à manier le soufre et le feu pour se placer comme principal porte-parole du Brown Power, alors en pleine éclosion. La police municipale de Los Angeles disait de ce mouvement qu'il était plus dangereux que celui des Black Panthers. Les bruits étranges qui circuleront sur les dernières apparitions du bison brun finiront par s'étioler, faute de dépêches, d'alertes et de rumeurs invraisemblables. Il sera vu au moins une fois à Calcutta, au marché des esclaves blancs, en train d'acheter la liberté de fillette de 9 ans. Et aussi dans le quartier de South Main à Houston, en train de servir au bar d'un resto-route qui s'était appelé autrefois le Blue Fox. Ou encore peut-être participant à une course nocturne pour les îles Bimini, droit dans ses bottes et la tête haute, aux commandes d'un hors-bord de 15 mètres de long, portant un pistolet mitrailleur Uzi gris métallisé dans une main et 1 kilo de poudre blanche dans l'autre, fonçant à 150 km/h dans l'obscurité en hurlant à tue-tête le Galimatias de l'Ancien Testament. Il pourrait même arriver que tout à coup il apparaisse sous mon porche à Woody Creek, un soir sans lune où braillent les pans en rute. Dans ce cas-là, ce fantôme sera toujours le bienvenu dans ma maison, même s'il est défoncé à l'acide et qu'il porte autour du cou un grand collier d'asticots. Et ouais, les amis, c'est lui, mon pote, mon frère, mon complice le plus cher, Oscar Zeta Acosta. Faites place, car il nous a quittés, mais rien qu'à s'en souvenir, des vents terribles se lèvent et emportent tout sur leur passage. C'était un monstre, un vrai rejeton de ce siècle, plus rapide que Bo Jackson, plus tard que Neil Cassidy. Quand le bison brun a disparu, il a emporté avec lui cette musique euphorique que nous n'entendrons plus jamais. Oscar était un prototype imaginé par Dieu, un mutant surpuissant qui n'avait pas été pensé pour être dupliqué à grande échelle. Il était trop bizarre pour vivre et trop précieux pour mourir. Hunter S. Thompson, mars 89. Merci. C'est pas juste un exercice d'admiration, ça a l'air plutôt sincère. On voit, enfin, je vous incite à forcément à lire Les Mémoires d'un bison, parce que tout n'est pas Gonzo dans ce bouquin. Il y a aussi un petit jeu à faire, c'est de retrouver la trace de Thompson. Donc, vous êtes prévenu, il s'appelle King. On va finir par évoquer l'avenir.
La phrase puissante. d'Acosta, a priori c'est fini, mais il reste encore un texte à faire que vous ferez. Ouais. Bah, Romain, comme il était lancé sur le premier, Il a mis déjà sur le dans la deuxième. traduction du deuxième. D'ailleurs, tu rentres après, tu bois pas trop. Je suis pas sûr. Et non, donc là, le deuxième est en cours de traduction, et après, bah, il a disparu, donc il n'y en aura pas d'autres, sauf si on va y Et ce sera dans un an. Non, mais avant de parler de l'avenir, je pense qu'il faudrait aussi parler un tout petit peu du travail de Nicolas D'accord. sur le marathon. Ouais. Faire très rapidement. Et enfin, je préférerais que ce soit toi qui en parle, mais simplement voilà, pour signaler que cet inédit de Hunter Thompson, dont tu as apporté la L'original. version, enfin, qui n'est pas exactement l'original, on Enfin, l'a oui, des jamais versions, vu. On n'a jamais vu la toute première édition. Mais parle le- peut-être oui, de moi ça, je dans pensais la à collection ça. Sceaux. Voilà. Et donc c'était Ah un, oui, c'était oui, un c'est texte. illustré, ouais. Voilà, c'est un texte qui était très difficile de trouver parce qu'elle n'existait que dans une voilà, une Je vais le version faire de tourner parce que c'est une livre, telle rareté, de- un tel voilà, si vous avez envie de le fêter. avec les dessins de Steedman et les. Ce qui D'accord. explique que ce texte de Thompson est resté très bizarrement Ouais. inconnu au bataillon pendant si longtemps. Enfin, en tout cas, pas traduit en Voilà, enfin pas traduit en France, c'est-à-dire inconnu quand même. Vu Puisque dès lors qu'on enlève les somptueuses illustrations, d'ailleurs, ça devient ça. Il était hors de prix, quoi. Oui, voilà, Oui, oui, oui. quelque chose d'excessif. Et introuvable. Enfin, nous, on s'est décarcassé pour en trouver un premier exemplaire pour que Nicolas puisse travailler pour la traduction. Et ensuite, on a dû quasiment menacer les agents actuels de Thomson en exigeant qu'ils nous envoient 2 exemplaires pour nous, pour qu'on puisse travailler aussi. Donc c'est vraiment introuvable. Ouais. Mais évidemment, ça va, chacun pourra en juger dans le feuilleton. Ça mériterait d'exister un jour, sous une forme ou sous une autre, mais avec les dessins qui ont vraiment la valeur d'un deuxième texte et d'un deuxième récit dans le livre. Voilà. Mais c'est marrant parce que du coup, il y a un. Vous y pensez ou pas? Non, mais il y a un problème absolument insoluble, qui sont tout simplement les coûts de reproduction, enfin les droits. Voilà, Steedman est devenu un artiste renommé et c'est tout simplement même pas la peine d'y penser. Ce sont des écueils absolument. On ne peut pas. Enfin, Voilà. il faut qu'il y ait le moment où Steedman aura tellement besoin d'argent Voilà. que, comme d'autres avant lui, il reverra ses ambitions. Ou bien il aura tellement fait fortune Qui Voilà. s'en qu'il foutra. pourra faire un Ouais. geste généreux et faire en sorte que les Français. Mais non, sera puissent- magnanime. Ouais. Ouais. Mais non, c'est même plus lui qui s'en occupe. Après, c'est question d'argent, ça échappe. Quoi. C'est pas... Bref. Du coup, c'est quoi ce texte, Nicolas? Alors c'est un livre qui paraît quelques années. Donc là on parle du marathon de Honolulu, qui s'appelle en anglais The Curse of Lono. La malédiction de Lono étant un dieu de Hawaï. Donc le principe, c'est marrant parce qu'il y a plein de parallèles du coup avec Las Vegas Parano, l'alter ego, c'est Oscar. Là, dans celui-là, l'alter ego, c'est finalement Steadman. Oui. Puisque en gros l'idée c'est qu'un journal qui s'appelle Running, qui est apparemment une jeune publication qui parle de course à pied, propose à Hunter Thompson, alors que depuis des années il refusait tout ce qu'on lui proposait, de partir à Hawaï couvrir le marathon de Honolulu. Tout simplement, donc on est en 1980. Et donc le texte est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs sources, dont entre autres des lettres, les premières lettres de Hunter Thompson à Steadman qui lui dit viens, c'est vraiment un plan en or, on va travailler 3 jours pour couvrir le marathon et ensuite j'ai négocié un mois de vacances à Hawaï. Donc voilà, présenté sous cet angle, ça paraît intéressant. Il y a un alibi sociologique, en gros l'idée c'est que tous les rebelles des années 60-70 finalement ont basculé dans une sorte de conformisme sportif, donc voilà, il veut rendre compte de cet événement. Le tour de force du livre finalement c'est que il y a une sorte de description brute de ce qui se passe et de ce qui se passe pas, mais on ne sait pas trop
ce qu'il advient de son travail journalistique là-dessus. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir. Je suis pas allé vérifier, mais il y a peut-être un article qui est sorti comme dans René. Il faudrait qu'on aille voir quand même. Et donc bref, voilà. Donc la question du marathon en 1980 à Hawaï est réglée en peut-être 10 pages maximum. Et puis ensuite, c'est une sorte de galère apocalyptique magnifiée à base là aussi de drogue je sais pas par quel bout le prendre sans trop en dire, mais Hunter Thompson se retrouve dans une virée à la pêche au gros, donc toujours dans ce système d'à la fois raconter sa vie, parler de fiction, développer des projets de ce qu'il pourrait écrire. On est toujours sur 3 niveaux, donc il se dit que ça pourrait être un sujet passionnant. Il se retrouve impliqué dans l'immobilier d'Hawaï, d'Honolulu, pour finalement se retrouver cloîtré dans un hôtel dont il refuse de payer la chambre, qui est un hôtel de luxe. Finalement, il a un projet de vendre une tonne d'herbe, mais il appelle de sa pauvre cabine téléphonique et il n'y a personne à l'arrivée. Moi, c'est un livre qui pour moi a un sens particulier parce que ça fait littéralement plus de 20 ans que j'essaie de le faire traduire en fait. C'est ce que je vous avais dit quand je vous avais approché à l'époque. Et je ne comprenais pas, moi qui avais été assez fan à l'époque de Las Vegas Parano, je ne comprenais pas pourquoi ce livre que je trouve aussi fort, sinon plus fort, avec énormément de points communs, mais cette espèce d'énergie complètement folle, pourquoi est-ce qu'il a fallu tant de temps pour qu'il existe? C'est mystère. C'est sans doute parce que la critique l'avait un peu dévalué. Il a une réputation un peu mi-figue, mi-raisin, et qui a sans doute beaucoup d'explications, mais autant Las Vegas Parano peut donner au lecteur l'illusion que le livre a été écrit avec une facilité extrême, ce qui n'est pas le cas, et ce qui n'a jamais été le cas pour Thompson, qui vraiment avait beaucoup de mal à mettre les textes au point. En réalité, il écrivait très très lentement. La différence, c'est que dans le Marathon de Lulu, ça se voit. Ça se voit, et c'est le sujet, c'est-à-dire qu'il n'y arrive pas, et le livre porte les stigmates de cette difficulté. D'ailleurs, il a été terminé à plusieurs, notamment avec sa petite amie de l'époque, et donc ils ont mêlé ce qu'il avait réussi à écrire sur le marathon, les à côté, mais également des prises de notes, ou même carrément des citations sur les sources, le voyage de Mark Twain à Hawaï et d'autres choses. Et donc il y a une dimension pathétique, mais au plus beau sens du terme, en l'occurrence dans ce texte, qui ne cadrant pas avec l'image héroïque, Gonzo, précisément de la facilité extrême, j'écris comme je respire, le côté post-kerouacien, etc., était un peu décevant pour les adorateurs du culte de Thompson. Et c'est même un livre dans lequel il parle de son fils, par exemple, qui rejoint toute la vente sur place, puis on oublie carrément qu'il est là. Puis à un moment donné, il le reconduit à l'aéroport, mais il y a un truc entre le père et le fils qui pour chacun de nous est une évidence, c'est des choses qu'on vit. On n'imagine pas que Thompson est capable de ce genre de sentimentalisme. C'est extrêmement bref, ça dure quelques lignes, et c'est à ma connaissance le seul moment comme ça dans son œuvre où là vraiment il n'y a plus de cuirasse. Et le fils repart parce qu'il dit il y a trop de tension. Oui, c'est ça. Parce qu'il va quand même avec sa femme et son fils. Avec sa petite amie et son fils. Ils se vont en famille tous les deux. J'ai bien aimé le côté Hunter Thompson, qui n'était pas à la retraite, mais qui ressort et qui revient. Et du coup, en effet, le texte est différent de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et de toute façon, la première lettre est la chose la plus drôle que j'ai eue depuis des années. Il est tellement bien. Enfin, lisez-le. Non, moi ce que je lirais volontiers, mais c'est un passage très très court, c'est la toute fin du livre, à part le dernier poème. Si vous avez encore le courage, parce que je trouve que ça parle énormément de... moi je trouve ça magnifique en fait, au lieu de bluffer un peu, d'à la fois citer Mark Twain quand il écrit sur les sandwichs, l'histoire du Captain Cook qui découvre ces îles, qui, la première fois qu'il arrive dans ces îles, est pris pour un dieu, et trouve que c'est formidable, et il se trouve que par le plus grand des hasards, il avait fait le tour de l'île dans le bon sens, donc effectivement ça correspondait aux croyances, donc il est vénéré la première fois, finalement il essaie de s'échapper avec tout son équipage, et ils reviennent pour des causes météo, et là ils passent par le mauvais endroit où c'est plus le moment, et ils se font tous massacrer.
Donc voilà, il n'hésite pas, donc il ne re-raconte pas, il balance 2 pages entières et pendant tout le texte. Et il assume ces différentes sources, il assume la dimension hétéroclite de son expérience et je trouve que ça fait un texte particulièrement touchant. Et le petit passage que je lirais volontiers, c'est la toute fin du livre, où alors il est poursuivi par tout le monde entre les procès et ceux qui veulent sa mort, enfin, et donc il est retranché au bord de l'eau, et il sympathise avec un ranger, et voilà, c'est la scène finale. J'ai ouvert une autre bouteille de scotch et raclé le fond de glace dans la glacière, on en aura davantage d'ici 1 minute, j'ai dit. Ce qui s'est confirmé, le ranger de nuit, probablement mon ami Mitch, était même sûrement déjà en route sur le sentier à travers les palmiers avec un sac poubelle rempli de glaçons. D'ici peu, je verrai le reflet lumineux de sa lampe de poche balayant la baie et je lui répondrai avec ma propre lampe. Alors, je marcherai prudemment sur les rochers jusqu'à la vieille pirogue où je savais qu'il laissait le sac de glaçons. À sa place, je laisserai mon propre sac, celui d'attendre la livraison d'hier soir, plein de bouteilles de bière vides, de mégots de cigarettes, de piles mortes et de boulettes de papier machine bleu. C'était notre rituel nocturne et les rangers semblaient apprécier. Tout ce qu'ils demandaient, c'était que je reste hors de vue pendant la journée quand les touristes erraient dans les parages, ce qui aurait été une violation caractérisée du capou principal. La gravité de la situation m'avait été expliquée plus d'une fois par Mitch, le jeune ranger qui travaillait normalement de nuit. Certaines nuits, quand il était sûr que je n'avais aucune visite, il apportait la glace jusqu'au Heiau et s'asseyait un moment et parlait de ce qui se passait, ou ne se passait pas, comme il avait pris bien soin de me l'expliquer. « Vous n'êtes pas ici, me disait-il. Le Heiau est capou. Personne peut être ici. » J'écoutais attentivement, ouvrant grand mes 3 oreilles, sachant mon fort intérieur qu'il était bien plus dingue que moi. Chaque nuit, j'avais affaire à ce gardien de parc national américain en uniforme qui croyait également, sans le moindre doute, que tout requin aperçu dans la baie pouvait être son oncle. Sous une forme différente peut-être, mais tout de même quelqu'un de la famille. Certaines nuits, tandis que nous étions assis là, au bord de l'eau, à boire des gobelets de whisky pur malt, avec des glaçons en partageant une pipe de l'herbe locale, il se levait soudain et déclarait « On se voit plus tard, patron. Je vais retourner un peu à la maison. » Quand il était dans ce genre d'humeur, Mitch roulait une énorme cigarette verte et allait s'asseoir à l'écart. J'apercevais le bout incandescent de la cibiche pendant un moment et ensuite j'entendais un plouf. Le gus s'était mis à la baille, me laissant ivre à mes ruminations, dans l'éclat pâle de la lampe tempête, le dos voûté sur les rochers comme un singe échoué. À la baille, dans les profondeurs, soufflant de l'air comme un marsouin, il s'éloignait des rochers et se dirigeait vers le large, disparaissant dans l'océan avec la grâce atavique de quelques mammifères, se rappelant enfin là où il voulait être réellement. Voilà, le livre se finit là-dessus. Voilà, juste une petite... Quand on fait ce genre de choses, le livre s'ouvre avec une lettre de Mark Twain. Et, voilà, et nous, on sortait de Twain, de la biographie. J'ai oublié de citer tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, de la biographie de Twain. Donc c'est voilà, toujours ces histoires de la littérature, c'est c'est même plus de l'ordre de la coïncidence, parce que tout se répond, et c'est intéressant par rapport à Thomson et certainement par rapport à Acosta, la présence de la littérature. Je veux dire, le Thomson, c'est le dingue de service, mais c'est quand même avant tout l'écrivain qui cherche la façon dont il peut écrire, quoi, ce qui n'a jamais été facile pour lui. Voilà, donc tout ça pour dire que chez le dingue de service à Hawaï, on a Twain qui débarque et que pour nous, voilà, ce sont des espèces d'évidence et de clarté, de choc comme ça, d'étincelles, et qui se produisent tout le temps, quand on édite des livres. Enfin, vous verrez. Vous verrez comment ça se passe et comment les éclairs arrivent comme ça. Voilà, ça fait partie des grands plaisirs quand même qu'on fait un métier pareil. Et à propos, il y a dans la collection Souple, comment il s'appelle, le livre de William McKean qui va ressortir. Oui, voilà. Parce qu'il est épuisé en ce moment en grand format. Ouais. Voilà, qui était paru il y a peut-être 3 ou 4 ans et qui reparaîtra donc début septembre. C'est la biographie. C'est une biographie donc, par William McKean de Hunter Thompson. Et ça s'appelle Hunter Thompson, journaliste et hors-la-loi.
Et c'est un gros livre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, moi, C'est j'aime une beaucoup. excellente biographie et qui a notamment l'immense mérite assez rare avec des sujets comme Thomson, où il a réussi à échapper totalement au mimétisme. Voilà, exactement. Voilà. Qui est l'écueil de base. Il y a le grand jeu de la rentrée. Est-ce que vous participez au jeu de la rentrée littéraire, vous, avec tout tout à l'heure? Vous avez des textes à apparaître? Non, le prochain c'est Non, le 22 exprès, le On 22 fait octobre. le plonge au-dessus. On n'a pas encore Et on arrive après. les épaules pour faire la rentrée, donc le prochain sur le 22 octobre. Ce sera un roman américain inédit des années 80 d'un type qui s'appelle Richard Kraviec et voilà, vous verrez. Et jetez un œil sur les deux titres de la rentrée Tristram. Si vous avez le moyen d'en parler en 2 phrases. Oui, en 2 phrases, 2 livres. La première traduction d'une jeune romancière britannique qui s'appelle Nina Allan, qui vient du domaine de la SF, du fantastique en Angleterre, ce qui pour nous est très drôle parce que c'est dit de la science-fiction, du fantastique, comme quoi la manière dont on désigne les mondes littéraires, c'est vraiment de l'artifice absolu. Enfin, en tout cas, voilà, c'est le traducteur de Ballard qui nous a fait découvrir cet auteur. On a décidé de la publier après avoir lu 10 ou 12 pages de ce qu'elle écrit. J'espère que vous entendrez parler à partir de la fin du mois d'août. Et simultanément, Une silente obscurité d'Alain-Julien Rufoucault, qui donc est l'un de nos auteurs français depuis peu. On peut dire que c'était un cas d'auteur maudit contemporain, puisque arrivé à l'âge de 60 ans, il n'avait toujours pas publié, ou de manière calamiteuse, une fois tous les 10 ans. Il nous avait envoyé courant 2011 un manuscrit énorme de plus de 500 pages, intitulé Le dernier contingent, refusé par 70 ou 80 éditeurs, donc par tout le monde. Parfois de manière violente. Parfois de manière ultra violente. Il ne nous l'avait pas envoyé à nous parce que d'une part il ne nous connaissait pas bien, il ne nous cernait pas bien, et il s'était laissé dire qu'on ne publiait pas de littérature française contemporaine, ce qui est presque vrai. Et un ami lui a dit, bon, avant de jeter l'éponge définitivement... Il avait renoncé quasiment à l'édition. Il disait, je ne veux plus entendre parler du monde de l'édition. Et puis il y a eu la dernière chance. Voilà, donc finalement, il a envoyé ce manuscrit qui arrivait par la poste, contrairement aux 70 ou 80 qu'il avait refusé. Nous, au contraire, on l'a accepté sans barguigner. Étrangement, tout le monde l'a aimé. La presse en a fait des gorges chaudes. Les gens de France Culture et de Télérama lui ont donné leur prix. Donc, belle histoire, une résurrection tardive pour Alain-Julien Rufoucault, qui depuis se sent pousser des ailes, qui a travaillé comme un dératé au cours des 18 derniers mois, et qui nous a donné donc, pour la rentrée ce nouveau livre, dont on pense, comme la fois précédente, le plus grand bien. Voilà. Et juste, toute dernière chose, je vous signale que Nicolas Richard a reçu un prix qui s'appelle Maurice Sedgar Coinreau, c'est ça? Pour ta traduction de Énigme Marcher, qui était paru chez Poussin Ouverture, qui est un énorme travail de traducteur complètement dingue. Et un prix extrêmement prestigieux. Et en plus,